Le consciencisme, penser ou disparaître. Kwame Nkrumah n'était pas simplement le premier président du Ghana, il était une anomalie dans l'histoire du XXe siècle, un chef d'État qui pensait comme un philosophe qui gouvernait comme un révolutionnaire. Et c'est précisément pour cela qu'il était dangereux. Dangereux non pas parce qu'il appelait à la violence, mais parce qu'il posait des questions que le monde refusait d'entendre. Des questions sur le pouvoir, sur la liberté, sur la domination invisible qui survit aux indépendances. Né en 1909 dans la colonie britannique de la Gold Coast, Ghana, Kwame Nkrumah grandit dans un monde où l'Afrique est gouvernée par d'autres, pensée par d'autres, expliquée par d'autres. Très tôt, il comprend que la domination coloniale n'est pas seulement militaire ou administrative, elle est intellectuelle. Elle façonne ce que l'on croit possible, elle définit ce que l'on ose imaginer. Formé aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, Nkrumah absorbe la philosophie occidentale, le marxisme, le panafricanisme de Marcus Garvey, mais contrairement à beaucoup d'intellectuels colonisés, il ne cherche pas à devenir un Africain acceptable aux yeux de l'Occident. Il revient en Afrique avec une certitude radicale. L'indépendance politique sans libération intellectuelle et économique est une imposture. En 1957, lorsque le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance, le monde applaudit. Les journaux parlent d'une Afrique nouvelle. Les drapeaux montent, les hymnes retentissent. Mais Nkrumah, lui, ne se laisse pas griser par les symboles. Il sait que l'histoire est cruelle avec les peuples qui confondent liberté et cérémonie. Il sait que remplacer un gouverneur blanc par une élite noire ne suffit pas. Il sait surtout que l'Empire ne disparaît pas, il se transforme. C'est dans ce contexte qu'il écrit le consciencisme, pas comme un livre académique, pas comme un traité réservé aux universités, mais comme une arme philosophique. Le consciencisme part d'un constat brutal. L'Afrique indépendante est mentalement fracturée. Sa conscience collective est divisée entre trois héritages, l'africain, l'islamique et l'européen. Mais ces héritages ne coexistent pas sur un pied d'égalité. Le colonialisme a imposé une hiérarchie, l'Europe au sommet. L'Afrique reléguée à l'arrière-plan de sa propre histoire. Et tant que cette hiérarchie demeure dans les esprits, aucune politique de développement, aucune réforme économique, aucune élection ne peut produire une véritable libération. Pour Nkrumah, la bataille décisive ne se joue pas seulement dans les parlements ou les casernes. Elle se joue dans la conscience. Voilà pourquoi le consciencisme est un texte si dérangeant. Il ne demande pas seulement qui gouverne. Il demande avec quelles idées, pour quels intérêts et au nom de quelle vision du monde. Voilà aussi pourquoi Nkrumah sera renversé. Pourquoi ses idées seront caricaturées? Pourquoi son nom sera longtemps réduit à celui d'un dirigeant autoritaire, plutôt qu'à celui d'un penseur majeur? Cet épisode n'est donc pas un hommage nostalgique. C'est une enquête sur une idée qu'on a tenté d'enterrer, sur une philosophie que l'ordre mondial ne pouvait pas tolérer, et sur une question qui reste, aujourd'hui encore, sans réponse claire. L'Afrique peut-elle penser par elle-même et agir selon cette pensée dans un monde construit pour l'en empêcher? Pour comprendre cette question, il faut d'abord revenir au point de départ. La colonisation de l'esprit. Comment l'Afrique a été dépossédée de sa propre pensée. Petite pause. Si tu crois que reprendre notre histoire est un acte de résistance, si tu refuses le silence des récits coloniaux, si tu veux que ces voix ne disparaissent plus jamais, alors like cette vidéo, abonne-toi et partage-la autour de toi. Chaque geste, même petit, fait grandir ce mouvement. Chaque geste nous aide à transmettre notre mémoire, à défaire l'effacement, à briser le brouillard. Très bien. Revenons maintenant à notre histoire. Avant les drapeaux, avant les constitutions, avant les indépendances proclamées, il y a eu une conquête plus silencieuse, plus profonde, plus durable, la conquête de l'esprit. Pour Kwame Nkrumah, le colonialisme ne commence pas avec les canons, il commence avec les idées, avec la manière dont un peuple apprend à se voir lui-même, à se situer dans le monde, à définir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La domination coloniale ne s'est jamais limitée à l'exploitation économique ou à l'administration politique. Elle a imposé une vision du monde, une vision dans laquelle l'Europe est le centre de l'histoire, l'Afrique, sa périphérie,
Une vision où la modernité est européenne, la rationalité est occidentale et l'Afrique est reléguée au passé, à la tradition, au folklore, à l'irrationnel. Nkrumah insiste sur ce point. Un peuple qui pense avec les catégories de son dominateur ne peut jamais être réellement libre. L'école comme outil de domination. Le colonialisme a compris très tôt le rôle central de l'éducation. Les écoles coloniales n'avaient pas pour mission de former des penseurs africains autonomes. Elles avaient pour fonction de produire des administrateurs loyaux, des intermédiaires disciplinés, une élite capable de gérer le système colonial après le départ officiel du colon. On y enseignait l'histoire de l'Europe, la philosophie européenne, les valeurs européennes. L'Afrique y apparaissait à peine, et lorsqu'elle apparaissait, c'était comme un continent sans pensée, sans science, sans philosophie propre. Résultat, une élite africaine formée à admirer l'Occident et à douter de ses propres racines. Aliénation et autodévalorisation. Nkrumah parle ici d'un phénomène central, l'aliénation. L'Africain colonisé apprend à se juger avec les critères de l'Occident. Il mesure le progrès à la ressemblance avec l'Europe. Il associe le succès à l'éloignement de ce qui est africain. Langues africaines méprisées, savoirs traditionnels disqualifiés, structures sociales indigènes détruites ou ridiculisées. Ce processus produit une violence intérieure profonde. Un peuple séparé de lui-même. Pour Nkrumah, cette aliénation est le socle du néocolonialisme. Même après l'indépendance, les décisions continuent d'être pensées ailleurs. Les modèles économiques sont importés. Les priorités sont dictées de l'extérieur. La domination devient invisible, mais non moins efficace. Pourquoi? L'indépendance politique ne suffit pas. C'est ici que le consciencisme frappe fort. Nkrumah affirme que l'indépendance politique sans transformation de la conscience est une indépendance incomplète. Changer les dirigeants sans changer les idées, c'est simplement africaniser un système colonial. L'État postcolonial hérite des structures administratives coloniales, des hiérarchies sociales coloniales, des réflexes autoritaires coloniaux. Et surtout, il hérite d'une élite qui pense encore selon les logiques de domination. Voilà pourquoi tant d'États africains indépendants restent dépendants. Voilà pourquoi les coups d'État se multiplient. Voilà pourquoi les politiques économiques reproduisent les mêmes inégalités. La conscience comme terrain de lutte. Pour Nkrumah, la lutte pour la libération commence dans l'esprit. Avant de transformer l'économie, il faut transformer la manière dont on pense l'économie. Avant de transformer l'État, il faut transformer la vision du pouvoir. Avant de parler de développement, il faut se demander, développement pour qui? Selon quels critères? C'est pour cela que le consciencisme n'est pas un programme gouvernemental classique. C'est une philosophie de combat. Elle cherche à rendre aux Africains la capacité de se penser eux-mêmes, définir leurs propres valeurs, concevoir leur propre avenir. Sans cela, toute indépendance reste fragile, réversible, conditionnelle. Dans cette première partie, nous avons vu comment l'Afrique a été dépossédée de sa propre pensée, comment la colonisation a façonné les esprits bien après le départ des colons, et pourquoi, pour Nkrumah, la conscience est le premier champ de bataille. Mais cette conscience africaine n'est pas seulement colonisée, elle est aussi fracturée. Dans la prochaine partie, nous allons explorer cette fracture en profondeur. Une conscience africaine fracturée. Tradition, islam, Europe. Pour Kwame Nkrumah, la colonisation de l'esprit n'a pas seulement effacé des savoirs, elle a désorganisé la conscience africaine. L'Afrique moderne, explique-t-il, n'est pas culturellement vide. Elle est au contraire surchargée, traversée par plusieurs héritages historiques qui coexistent sans jamais avoir été harmonisés. Cette tension est au cœur du consciencisme. Les trois courants de la conscience africaine. Nkrumah identifie trois grandes influences qui structurent la pensée africaine contemporaine. L'héritage africain précolonial, l'influence islamique ancienne et profonde, l'héritage euro-chrétien imposé par la colonisation. Ces courants ne sont pas en soi incompatibles. Le problème n'est pas la diversité, le problème est la hiérarchie imposée. Le colonialisme n'a pas simplement ajouté une influence de plus, il a subordonné toutes les autres à la sienne. L'héritage africain, une philosophie dévalorisée.
Avant la colonisation, les sociétés africaines possédaient des systèmes politiques complexes, des philosophies morales centrées sur la communauté, des rapports à la terre fondés sur l'usage collectif, une conception profondément humaniste de la vie sociale. Mais le colonialisme a présenté ces systèmes comme primitifs, irrationnels, dépassés. Résultat, même après l'indépendance, beaucoup d'Africains ont appris à se méfier de leur propre héritage intellectuel. Pour Nkrumah, c'est une tragédie philosophique, car une société qui méprise ses propres fondements ne peut produire une pensée souveraine. L'islam, une influence ancienne mais mal intégrée. L'islam est présent en Afrique depuis des siècles. Il a façonné des empires, des systèmes juridiques, des traditions savantes. Mais dans le cadre colonial, cette influence a été instrumentalisée, opposée aux traditions africaines, parfois utilisée comme relais du contrôle impérial. Après l'indépendance, l'islam demeure une force majeure, mais rarement intégrée dans un projet politique africain cohérent. Il existe, selon Nkrumah, une tension non résolue entre spiritualité, politique et modernité. L'Europe comme modèle dominant. L'héritage euro-chrétien, lui, s'est imposé par la force. Il a façonné l'éducation, les institutions, le droit, l'économie, la définition même de la modernité. Le danger, selon Nkrumah, n'est pas l'existence de cette influence. Le danger est qu'elle soit perçue comme universelle et supérieure. Quand l'Europe devient la norme, l'Afrique devient l'exception. Quand l'Europe devient le futur, l'Afrique est enfermée dans le passé. Une conscience en conflit permanent. Cette coexistence hiérarchisée produit une conscience africaine instable, culturellement divisée, politiquement hésitante, intellectuellement dépendante. Les dirigeants oscillent entre discours traditionnels et politiques importés. Les élites parlent de modernité tout en reproduisant des structures coloniales. Les masses vivent une rupture permanente entre valeurs locales et systèmes imposés. Pour Nkrumah, cette fracture empêche toute révolution durable. La réponse de Nkrumah n'est ni le rejet de l'islam, ni la négation de l'histoire européenne. Sa réponse est la synthèse consciente, une réorganisation volontaire des influences où l'humanisme africain devient le socle moral. Les autres héritages sont intégrés sans domination. La pensée africaine cesse d'être périphérique. C'est précisément ce que propose le consciencisme. Le consciencisme, la synthèse révolutionnaire. Repenser l'Afrique à partir d'elle-même. Avec le consciencisme, Kwame Nkrumah ne se contente plus de diagnostiquer une fracture. Il propose une reconstruction intellectuelle, morale et politique. Il faut bien comprendre ceci. Le consciencisme n'est ni un retour nostalgique au passé africain, ni une copie du marxisme européen, ni une tentative d'adaptation superficielle de la modernité occidentale. C'est une philosophie de synthèse révolutionnaire, pensée pour les réalités africaines. Et ni retour au passé, ni imitation de l'Occident. Nkrumah est très clair sur un point. L'Afrique ne peut pas simplement revenir à son passé précolonial. L'histoire ne recule pas. La colonisation a laissé des traces irréversibles. Mais l'autre erreur, tout aussi grave, consiste à imiter l'Occident comme modèle universel. Pour Nkrumah, ces deux voies sont des impasses. Le passé idéalisé ne peut répondre aux défis modernes. L'imitation occidentale reproduit la domination. Le consciencisme propose une troisième voie, penser l'Afrique à partir de l'Afrique, dans le monde réel. L'humanisme africain comme socle moral. Au cœur de cette synthèse se trouve l'humanisme africain, un humanisme fondé sur la primauté de la communauté, l'interdépendance des individus, la dignité humaine avant l'accumulation, la responsabilité collective. Contrairement à l'individualisme capitaliste, cet humanisme ne sépare pas l'être humain de la société. Pour Nkrumah, cette vision n'est pas archaïque, elle est radicalement moderne, car elle place l'éthique au centre de la politique. Nkrumah adopte l'analyse matérialiste, mais il refuse le dogmatisme. Il reconnaît que l'exploitation économique structure la domination. Les rapports de production façonnent la politique. La lutte des classes existe en Afrique, mais il refuse de plaquer mécaniquement les catégories européennes sur les réalités africaines. L'Afrique post-coloniale n'est pas une société industrielle classique. Elle est marquée par une bourgeoisie compradore liée aux intérêts étrangers, une paysannerie majoritaire, une classe ouvrière fragmentée, une élite intellectuelle détachée de la production. Le matérialisme doit donc être
Adapter, enraciner, contextualiser. Une éthique avant l'économie. L'un des apports majeurs du consciencisme est son insistance sur la morale. Pour Nkrumah, l'économie n'est jamais neutre. Les choix économiques sont des choix moraux. L'exploitation n'est pas seulement inefficace, elle est injuste. Il rejette l'idée selon laquelle la croissance justifierait tout. Le développement qui détruit la dignité humaine est une contradiction. Cette position place le consciencisme en opposition frontale avec le capitalisme colonial, le néocolonialisme, les logiques du FMI et de la Banque mondiale, la politique comme acte de conscience. Dans le consciencisme, gouverner n'est pas gérer, c'est orienter une société selon des valeurs claires. Nkrumah affirme que la neutralité face à l'injustice est une position politique. La technocratie masque souvent la domination. L'État doit être un instrument de transformation sociale. Il rejette l'idée que la politique puisse être séparée de la philosophie. Sans vision morale, le pouvoir devient simple administration de l'inégalité. Pourquoi le consciencisme est une menace? C'est ici que l'on comprend pourquoi le consciencisme a dérangé. Cette philosophie remet en cause la propriété étrangère des ressources, dénonce la bourgeoisie africaine complice, appelle à la conscience de masse, exige une rupture avec la dépendance. Elle ne propose pas des réformes marginales, elle propose un changement de logique. Et un changement de logique est toujours plus dangereux qu'un changement de dirigeant. Dans cette partie, nous avons exploré le cœur du consciencisme, une synthèse pensée pour l'Afrique, une éthique avant l'économie, une politique fondée sur la conscience. Mais une philosophie ne vit pas seule dans les livres. Dans la prochaine partie, nous allons voir ce qui se passe lorsque ces idées deviennent politiques d'État. Le consciencisme aujourd'hui. Une philosophie pour le présent, pas pour les archives. On a longtemps présenté consciencisme comme un texte daté, un produit de la guerre froide, une utopie africaine écrasée par le réel. Mais plus le temps passe, plus une vérité s'impose. Ce n'est pas le consciencisme qui a vieilli, c'est le monde qui a rattrapé ses avertissements. L'Afrique d'aujourd'hui, le néocolonialisme réalisé. Kwame Nkrumah avait prévenu, le colonialisme ne disparaîtrait pas avec les indépendances. Il changerait de forme. Aujourd'hui, l'Afrique est officiellement libre, mais elle reste dépendante économiquement, vulnérable monétairement, fragmentée politiquement. Les décisions majeures se prennent encore dans les marchés financiers, dans les institutions internationales, dans des capitales étrangères. C'est exactement ce que Nkrumah appelait le néocolonialisme. Dette, monnaie, élite. Les questions de Nkrumah sont toujours là. Quand Nkrumah parlait de souveraineté, il ne parlait pas seulement de drapeau, il parlait de contrôle monétaire, de maîtrise des ressources, de capacité à définir ses propres priorités. Aujourd'hui encore, de nombreux États africains ne contrôlent pas leur monnaie, dépendent de l'endettement extérieur, ajustent leur politique pour satisfaire des créanciers. Le consciencisme nous rappelle que la dépendance économique est une domination politique différée. Le rôle des élites africaines. Nkrumah est souvent critiqué pour avoir été dur envers les élites africaines. Mais son diagnostic reste pertinent. Il identifie une bourgeoisie post-coloniale, formée par le système colonial, dépendante du capital étranger, plus soucieuse de stabilité que de transformation. Cette élite administre l'ordre existant au lieu de le remettre en cause. Le consciencisme ne condamne pas l'Afrique. Il condamne une classe qui a renoncé à penser la libération. Pourtant, quelque chose change. Une nouvelle génération africaine, connectée, instruite, politisée, pose à nouveau des questions structurelles. Pourquoi sommes-nous riches en ressources, mais pauvres en résultats? Pourquoi décidons-nous si peu de notre avenir économique? Pourquoi l'unité africaine reste-t-elle un slogan? Ces questions ne sont pas nouvelles. Ce sont les questions de Nkrumah. Il est important de le dire clairement. Consciencisme n'est pas un manuel à appliquer mécaniquement. C'est une méthode de pensée, une exigence. Penser à partir de l'Afrique, refuser les solutions importées sans critique, replacer l'éthique au centre de la politique, lier culture, économie et pouvoir. La question que Nkrumah pose et que consciencisme nous laisse est simple mais vertigineuse.
Une société qui ne pense pas par elle-même peut-elle survivre dans un monde compétitif? Pour Nkrumah, la réponse est claire. Sans souveraineté intellectuelle, il n'y a pas de souveraineté politique durable. Sans conscience, il n'y a que l'illusion de la liberté. Nkrumah n'a pas échoué parce qu'il avait tort. Il a échoué parce qu'il a affronté un système mondial qui ne tolère pas l'autonomie africaine. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à une dépendance monétaire persistante, une souveraineté politique limitée, une jeunesse déconnectée de son histoire. Ce sont exactement les conditions que le consciencisme avait anticipées. La question centrale de Nkrumah reste ouverte. L'Afrique peut-elle penser par elle-même et agir selon cette pensée? Tant que cette question n'aura pas de réponse collective, le consciencisme ne sera pas un livre du passé. Ce sera un chantier inachevé. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.